À 100 km à l'ouest de la montagne de Lure, Pernes-les-Fontaines se réveille. Cette ancienne capitale du comtat vénessin possède un riche patrimoine architectural. Bâti au XVIIe siècle, l'hôtel de Vichet est l'un des plus beaux hôtels particuliers de la ville. Derrière sa porte monumentale se cache un magnifique escalier. Alors, voilà la jolie petite rampe dont je t'avais parlé. Jean-Philippe Fally est ferronnier. Il est venu restaurer cette rampe. Donc tu remarques la finesse des forgeages qui est vraiment superbe. La potence d'éclairage qui est articulée sur des pivots et la petite poulie à l'extrémité avec son petit poinçon. Ce chantier est l'occasion d'initier son apprenti Julien à la délicatesse de ces fers, forgés au XVIIe siècle. Il est important pour Julien de former son œil. On peut étudier la ferronnerie dans des bouquins, mais même si on a affaire à des très belles reproductions, des belles photos ou des choses comme ça, toucher la matière, c'est autre chose. La finesse de l'épine ou la difficulté de l'entrelac cintré, si on est devant, forcément, oui, on le voit. Et puis, quand on aime ça, c'est les poils quand même. Des finitions comme ça, c'est d'une beauté, c'est hallucinant, quoi. Avec le temps, les décors les plus fins ont été abîmés, comme ces feuilles d'eau qu'il faut aujourd'hui remplacer. Donc avec ton chasse-goupille, tu vas enlever ce qui reste du rivet. Voilà, tu tapes bien au centre, vas-y. Voilà. Là, c'est sorti. Nous avons en tout 120 ou 140 feuilles sur la rampe d'escalier quand même. Et il en restait combien ? Plutôt une douzaine. Hein. L'épaisseur de la feuille en moyenne, c'est aux alentours de 1 mm. Donc forcément, on a une certaine fragilité, ce qui explique que beaucoup de feuilles ont disparu ou ont été détériorées. Julien va maintenant apprendre à reproduire ces ornements. Nous le retrouvons l'après-midi même dans la forge de Jean-Philippe, une ancienne distillerie de Pernes-les-Fontaines. Alors, t'en m'en donner où? Si elle est bonne. Celle-ci, tu peux la prendre. Pour des décorateurs installés aux quatre coins du monde, Jean-Philippe et son équipe étirent, sculptent et façonnent le métal à la force des bras. Julien apprend à battre le fer. Chaque feuille d'eau nécessite 6 heures de travail. Ici, la répétition du geste est au service de l'excellence. Reprends-toi. C'est pas mal, mais là, tu vois, t'as pas mal écrasé la partie de l'arête centrale. Effectivement. Parce que tes coups de marteau sont peut-être pas suffisamment précis. On va reformer l'arête un tout petit peu. Top. Effectivement, il faut se forcer. J'ai quand même envie d'y aller avec le poignet. Et ouais. Ouais. Et là, ça commence à être mal. On estime qu'il faut 8 ans pour faire un ferronnier. Alors, l'apprentissage dure 3 ans, mais au bout des 3 ans, on n'a pas fait le tour du métier. Au 18e, il y avait des spécialistes de la rampe d'escalier, par exemple des rampistes qui faisaient que des rampes. Mais dans la rampe, il y avait aussi des spécialistes du feuillage qui, toute leur vie, ne faisaient que du feuillage. Pour remplacer le barreau de la rampe d'escalier, Julien découvre une autre technique qui utilise le fer chaud. Non, j'adore ça vraiment. C'est génial de voir à quel point une matière qui est aussi dure au début et tellement difficile à mettre en forme ou quoi que ce soit devient extrêmement malléable. J'aurais pas assez de toute une vie de travail pour savoir tout ce qu'on peut faire avec. Donc oui, c'est sûr qu'au bout de 4-5 heures devant la forge ou au pilon, on est en sueur, on transpire dans tous les sens, mais j'adore ça. L'étampage révolutionnaire a été développé à la fin du XVIIe siècle. Il permet de modeler le motif de la rampe d'escalier. Impeccable. Il y a eu quelques hésitations, ce qui fait que la moulure centrale n'est pas complètement nette.
Ouais. Donc c'est parce qu'il y a de l'hésitation dans les premiers coups. D'accord. Il faut essayer de se tenir un peu plus, Fermement. ferme. Voilà. D'accord. On a besoin d'avoir un rythme, on a besoin d'avoir un tempo. Il faut être vif, nerveux. Il ne faut pas s'endormir sur son bout de fer. Le fer est chaud, on le monte à 1000 degrés. Si on le laisse poser sur l'enclume, c'est l'enclume qui va récupérer cette chaleur. Il y a une légende qui dit que dans les origines du flamenco, on retrouve le rythme du forgeron. Trois jours plus tard, nous retrouvons Jean-Philippe au volant de sa voiture de collection. Ce matin, il se rend dans le Luberon pour expertiser un incroyable château néogothique. Hier encore, j'avais 2 amis. Le premier s'appelait Eddie. Un avion surgissant de l'ombre. Là, on est dans les monts de Vaucluse, entre Ventoux et Luberon. On va vers le col de Murs. C'est parmi les plus belles routes de France. Et puis là, avec la plus belle lumière de France, ça c'est sûr. C'est à la fois brut et violent. Ces différentes couches calcaires qu'on voit apparaître le long des gorges. C'est des paysages forts, ces roches ne peuvent pas laisser indifférent. Jean-Philippe pénètre dans la combe de Volongue. Dès l'Antiquité, cette route commerciale entre Carpentras et Apt joue un rôle de premier plan dans la région. À la sortie des gorges, Jean-Philippe atteint le col de Murs à 627 mètres d'altitude. On est sur ce genre de petite route du Vaucluse où il n'y a absolument personne. C'est complètement désert. On est dans la partie du Vaucluse un peu cachée, un peu secrète. Il y a une diversité de paysages extrêmement importante. On est passé tout à l'heure d'un paysage quasi montagneux avec des conifères. Et là, on passe devant la falaise de Lioux. Encore un minéral extraordinaire de notre petite région. À Lioux, la falaise de la Madeleine culmine à 100 mètres de hauteur et s'étire sur plus de 7 km. Jean-Philippe arrive au château de Charleval. Il possède une architecture inhabituelle pour la Provence. C'est des toits en ardoise, donc pas du tout typique de la région. C'est un écrin, c'est quelque chose de... C'est magnifique, tous ces détails, disons. Chaque élément, c'est fait par quelqu'un d'assez exceptionnel. Alors, je ne sais pas combien de sculpteurs il y a eu dans cette affaire, mais c'est extraordinaire. Alors, je te fais découvrir l'endroit magique. Votre cher ami? Ouais. Daniel Rocher est le tout nouveau propriétaire du château de Charleval. Ce château a été construit en 1856. Et donc, à cette époque-là, les gens rentraient directement en charrette, enfin en carriole. On faisait rentrer le carrosse directement dans le hall. Le carrosse, ouais. Jour après jour, Daniel s'émerveille de nouvelles découvertes. On peut monter, si ça te dit.
Jean-Philippe est venu évaluer les travaux de ferronnerie de ce château 19e. Chaque pièce de ce genre a une cheminée étonnante. Mais l'attention de Jean-Philippe est aussitôt attirée par un autre détail. Eh bien, évidemment, dès que je vois un bout de fer, je m'attarde dessus. Hein. Donc le lustre est vraiment intéressant. Il est né au gaz, hein, c'était l'éclairage au gaz, ça, qui a été électrifié par la suite, quoi. Mais c'était un lustre... Ah, d'où ces petits trucs, là, non? Eh oui, tout ça, là, ces parties-là sont en tube. D'accord. C'est creux et le gaz était acheminé par là. Mais évidemment, il est quand même en très bon état, tu vois. Le feuillage est intact. Puis les petits motifs néo-gothiques partout, là, sont magnifiques. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ça vaudrait le coup de le réhabiliter. Évidemment pas au gaz, mais dans l'esprit du décor néo-gothique. D'accord. Là, vous allez voir cette pièce-là, c'est juste magnifique, quoi. C'est étonnant, quoi. Je vais te montrer ça, tu vois, les clous, tu vois. Un boulot de fou, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et ça, est-ce que tu pourrais me refaire des pièces comme ça? Oui. Tu vois, il m'en manque, là. Et si on pouvait les faire en bronze, ça serait aussi bien, quoi. Bien sûr. Ces décors intérieurs raffinés sont restés dans leur état d'origine. Ils ont été créés en hommage à une femme. L'histoire, c'est l'histoire de M. Bonnefoy qui a construit ce château pour son épouse. C'était par amour. C'est un amour gigantesque, merveilleux. L'histoire dit qu'il s'est ruiné, effectivement. Ne serait-ce que le plafond, là, vous imaginez ce que ça peut coûter de faire ça aujourd'hui, quoi. Mais bon, il nous lègue quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ah tiens, je peux vous montrer cet endroit-là, je vais vous ouvrir. Vous allez voir, c'est pareil, c'est une des petites tours. C'est le petit boudoir de madame. Ouais. Les recoins du château recèlent de belles surprises. Voilà. Superbe. Donc c'est ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un mandala, quoi. Hein. C'est magnifique. C'est presque les fleurs de lotus. Hein. Jean-Philippe est ravi. Des ferronneries d'art enchantent toutes les pièces du château. Et le dessin est intéressant avec les pistils, avec les petites graines, là, qui sont très sympas. Si on va dans les huisseries, par exemple, il y a des détails incroyables. On a des petits verrous qu'on retrouve sur toutes les fenêtres et les portes du château, avec des petits systèmes à ressort. Donc c'est du néo-gothique 19e, magnifique, et tout fonctionne bien. Un ensemble de détails sur un bâtiment comme celui-ci fait l'élégance générale. Ah oui, c'est tout en parfait état. Hein. Ah. Et hop. C'est fou, hein. C'est fou. Bon, bah, d'abord, il y a eu une fuite. D'ici quelques semaines, Daniel lancera de grands travaux de restauration. Mais il tient à préserver l'esprit de ce château. J'adore se faire écouter un peu de musique. Ce lieu, disons, je le cherchais depuis très longtemps. Ça me donne du temps de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois cette chose, je me dis, il y a beaucoup de travail, donc ça veut dire beaucoup d'émotions. Ça va être merveilleux. Nous quittons Daniel et son château du Luberon. Cap sur le massif des Alpilles. Dans cette région agricole, on trouve une grande concentration d'anciennes fermes traditionnelles. C'est dans ce mas bâti au XVIIIe siècle, mais longtemps resté à l'abandon, que Jean-Philippe et Julien ont rendez-vous ce matin.
les ferronniers vont installer un ouvrage dans un jardin provençal, où le fer est le fil conducteur. C'est un mas 18e qui n'a pas subi de restauration sauvage. C'est un très bel endroit. Il y a un jardin assez particulier où on trouve beaucoup de graminées et un cheminement de bassin en acier corten rouillé. Donc notre pergola répond à ce cheminement de bassin. Allez, on lève. C'est une pergola qui mesure plus de 7 mètres de long. Je m'en doutais que ça allait être un métier assez physique. On va la monter à 2,80 m. La difficulté, c'est que chaque pièce pèse de plus de 100 kg, est positionnée à 2,50 m de haut et ça doit être précis au millimètre. La pièce maîtresse de la pergola, c'est cette poutre martelée. Une forme contemporaine, conçue avec des techniques ancestrales. C'est la poutre périmétrale qu'on a travaillée à chaud, bien sûr, avec un marquage un peu particulier. Chaque impact que l'on voit ici, c'est un coup que l'on a donné avec un outil. J'aime beaucoup l'effet que fait ce travail-là parce que c'est un travail qui se fait dans la violence, à 1000 degrés, avec des chocs de 40 ou de 50 tonnes. Mais le résultat, c'est quelque chose qui doit être poétique et fin, quoi. Pour obtenir cette esthétique très originale, un soin tout particulier est apporté aux détails techniques et à la maîtrise des matériaux. Si on regarde un métal ordinaire, les angles sont arrondis, toujours. Ici, on a des angles rectifiés qui sont très vifs, ce qui fait que la lumière va jouer dessus d'une façon très particulière. On va avoir comme un fil de rasoir. Et ces petits détails font que, on va trouver une différence au premier coup d'œil, en fait. Voilà, c'est le fil du rasoir. Le mas est un emblème de l'architecture provençale. Sa particularité est de posséder de nombreux bâtiments ajoutés au fil des années. Dans cette propriété de 4 hectares, vieille de 2 siècles, toute une partie doit encore être restaurée. Est-ce que tu sais faire un ancien four Un four à pain? Martha Brandt, la propriétaire, est américaine. Elle est tombée amoureuse de cette ferme authentique il y a 5 ans. Ouais, je pense qu'au fond, c'était vraiment un four à pain. Donc ce serait intéressant de le remettre. Les pierres sont extrêmement usées, mais elles sont magnifiques. Oui, mais il y a Ils sont quelque chose. magnifiques. Tout à fait. Ce projet, pour moi, c'est de remettre en valeur ce qu'il avait avant. Donc, enfin, on a 3 ou 4 bâtiments ici, des âges différents. On ne va pas toucher trop des choses. On va juste rénover. C'est dommage de laisser tomber comme ça. Il faut revivre cette ancienne dame jolie et remettre un petit peu de valeur. Il faut le faire. C'est dommage de laisser comme ça. Il faut le faire. À la fin de la journée, la pergola est enfin installée. C'est quelque chose, hein. C'est spectaculaire. Le chef d'œuvre. Dans simplicité. C'est ça ce qu'on aime, hein. Pour Julien, cet ouvrage est une première. Pendant 2 années encore, il va continuer à exercer son œil aux côtés de Jean-Philippe. Régulièrement, je fais des photos de ce qu'on fait sur les chantiers, ce que je fais à l'atelier, ce que je fais au CFA. Je trouve ça beau, quoi. Ça s'intègre tellement bien avec tout le jardin qui a été fait que ça me rend fier de travailler dans cette entreprise parce qu'on fait vraiment des belles choses. Quand je suis rentré en ferronnerie, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il y a des aspects qui sont difficiles, qui sont longs, mais il y a des aspects qui me plaisent beaucoup. Et finalement, même si on a eu du mal, on a passé des heures et des heures à brosser, à peindre ou des choses comme ça, quand on voit la finalité, on est ravis, quoi.